Soyez les bienvenus dans le grand auditorium de la Bibliothèque nationale de France. Je suis Valérie Alagna, directrice du département Sciences et Techniques à la BNF, co-organisatrice avec la Société mathématique de France et Animat de ce cycle, désormais classique. Il y a des sciences et techniques à la Bibliothèque nationale. Nous avons 3 salles de lecture dédiées aux disciplines scientifiques, dont une salle en haut de jardin, la salle C, qui est ouverte à tous les publics à partir de 14 ans et qui est gratuite le soir à partir de 17 h et gratuite jusqu'à l'âge de 16 ans. Voilà. Et nous sommes ouverts le week-end. C'était la petite minute publicité et je cède la parole à nos collègues de la SMF. Merci. Bonsoir Barbara, bonsoir Guillaume et Pierre-Antoine, et bonsoir à tous au nom de la Société mathématique de France. Nous sommes ravis de continuer ce cycle de conférences dans ce magnifique auditorium et nous souhaitons la bienvenue à tous nos participants, mais plus particulièrement aux lycéens qui sont ici ce soir, les lycéens du lycée Notre-Dame de Bourg-la-Reine, du lycée Blaise Pascal d'Orsay, du lycée Sophie Germain à Paris et du lycée international de Saint-Germain-en-Laye. Bienvenue. Ce cycle intègre une aventure mathématique organisée par la SMF et la BNF, donc depuis 2005, a pour partenaire le magazine Tangente, qui rendra compte de cette soirée et de toutes les conférences, l'association Animat, qui propose au lycée demandeur des préconférences et qui permet la participation par le chat, et enfin l'association Blaise Pascal. Ce soir, nous avons le plaisir d'accueillir Barbara Shapira, professeure à l'Université de Montpellier, membre de l'Institut universitaire de France. Après des études de secondaire au lycée Gabriel Fauré et Louis le Grand, où elle passe un bac C, elle a entamé des classes préparatoires à Louis le Grand, 2 ans de classe préparatoire, puis elle a intégré l'école polytechnique. Elle a soutenu en 2003 une thèse sous la direction de Martine Barbiot à Orléans. Le titre de cette thèse, que peut-être vous comprendrez mieux après l'exposé, est « Propriétés ergodiques du feuilletage horosphérique des variétés géométriquement finies à courbure négative », ce qui a un lien avec le thème de l'exposé de ce soir. C'est une spécialiste des systèmes dynamiques et dans sa pratique mathématique, elle allie de la géométrie, de la topologie, des probabilités, tout ce qu'elle va vous expliquer ce soir. Mais il est grand temps de lui laisser la parole. Eh bien, merci à toutes et à tous d'être venus aussi nombreuses et nombreux pour faire des maths avec moi ce soir. Je vais vous parler d'une toute petite partie des travaux de Dennis Sullivan dans une conférence que j'ai intitulée « Dennis Sullivan, mathématicien des analogies ». Alors avant de rentrer dans les mathématiques, peut-être une minute de bio express. Dennis Sullivan, c'est un mathématicien américain qui est toujours vivant, enfin à ma connaissance, qui a 84 ans cette année. Il a fait des études aux États-Unis, d'abord de chimie puis de maths, c'est assez notable parce qu'on a tendance en France à vouloir toujours des parcours très linéaires. Il a soutenu sa thèse en 1966 dans le domaine plutôt de la topologie. Et très rapidement après, en 1974, il a été invité comme conférencier plénier au Congrès international des mathématiques, qui est un événement très prestigieux pour la communauté mathématique internationale. Et puis ensuite, il a fait une grande partie de sa carrière, ou l'essentiel de sa carrière, comme professeur permanent, d'une part à l'Institut des hautes études scientifiques, donc en France, à Bure-sur-Yvette, le long du RER B, pour celles et ceux qui le pratiquent, et également à New York. Donc là, vous voyez 2 photos de lui. Alors, si j'arrive à pointer, à l'Institut des hautes études scientifiques et au tableau quelque part. Voilà. Il a obtenu le prix Abel en 2022. Le prix Abel, c'est une sorte d'équivalent du prix Nobel pour les mathématiques. Il a obtenu ce prix Abel pour ses contributions révolutionnaires à la topologie dans son sens le plus large, et en particulier dans ses aspects algébriques, géométriques et dynamiques. En d'autres termes, il a fait beaucoup de maths et de manière impressionnante dans plein de domaines différents. Je vous ai mis une petite capture d'écran d'un site que les mathématiciens professionnels utilisent beaucoup, qui s'appelle Mathcinet, dans lequel on fait de la biblio. On peut trouver les articles divers et variés qu'écrivent, les articles de recherche mathématiques qu'écrivent les mathématiciens professionnels.
Et donc j'ai tapé Dennis Sullivan, et donc on voit que... alors, si j'arrive à me servir du pointeur, il est où? Je ne sais pas. Bon, donc si vous arrivez à lire, tant mieux. Bon, le pointeur ne marche pas, on va faire sans. Il a fait, sa première publication est en 1966. Il a publié 134 articles de recherche, ce qui en mathématiques est absolument considérable. Et encore plus impressionnant, il a eu 5725 publications. Bon, un mathématicien honorable se contentera d'avoir 100 ou 200 citations. Un mathématicien très reconnu va s'approcher du millier, et donc 5700 citations. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que d'autres mathématiciens ou mathématiciennes, dans leurs articles de recherche, ont eu besoin de ces travaux et l'ont cité. Et donc c'est une marque de l'importance de ces travaux, et dans les maths et la géométrie, c'est absolument considérable. Voilà. Alors, je vais vous parler plus spécifiquement ce soir d'un texte particulier qui a été fondateur pour moi et pour beaucoup de mathématiciens, qui s'appelle « The density at infinity of a discrete group of hyperbolic motions ». C'est un article qui est paru en 1979 aux publications mathématiques de l'IHES. Donc, les publications mathématiques de l'IHES, c'est un des journaux les plus prestigieux au monde. Si vous publiez là-bas, votre carrière est faite. Cet article, ce qui est notable, alors ce qui est notable pour moi, c'est le contenu, mais ce qui est notable aussi, c'est son nombre de citations, 379. Alors, il est d'usage de râler contre l'usage immodéré des citations dans l'évaluation des gens, mais un article qui est cité 379 fois, c'est quand même un article qui a été absolument crucial pour le domaine. Un article qui parle d'algèbre, de géométrie et de dynamique, et un article qui contient les dessins que j'ai mis là, que j'arrive toujours pas à pointer, et qui, pour moi, sont des dessins qui ouvrent la porte à plein de mystères et de maths intrigantes et merveilleuses. Et c'est de cet article que je voudrais vous parler, ou plus exactement, j'aimerais vous faire ressentir un petit peu le plaisir qu'on a à faire des maths à la manière de Sullivan. Je crois que je ne peux vraiment pas pointer. Bon. Alors, on a dit algèbre, géométrie, topologie, dynamique. On va commencer par de la géométrie, et on va commencer par de la géométrie euclidienne. La géométrie euclidienne, c'est celle que vous connaissez depuis que vous êtes petit, depuis la maternelle. C'est de la géométrie où on a des angles, on a des droites, on a des triangles, on a des ronds, enfin des cercles, et on sait faire plein de choses avec. Et donc en maternelle, vous avez certainement toutes et tous fait cet exercice où vous avez un papillon et puis les colorier d'un côté, il faut le recolorier exactement pareil de l'autre. Ça s'appelle faire une symétrie. Et dans un langage mathématique savant, on va parler plutôt de réflexion par rapport à une droite. C'est exactement la même chose. Donc vous voyez là, alors sans pointeur, vous allez juste être attentif. Vous avez mon petit bonhomme là qui fait une symétrie par rapport à la droite oblique, là en pointillé. Donc une réflexion. Et vous avez croisé, probablement, alors peut-être un peu après la maternelle, des rotations. Donc une rotation, c'est une transformation de l'espace qui ne change pas la taille, la forme des petits bonshommes, mais qui les fait juste tourner le long d'un cercle. D'accord? Bon, on est très content. Et vous avez également croisé dans votre vie les translations. Donc là, j'ai dessiné une translation horizontale, c'était juste parce que j'avais plus de place pour aller dans une autre direction. Donc ces translations, elles vous prennent votre figure ou votre petit bonhomme et puis elles le décalent dans la direction d'un certain vecteur. Donc, toutes ces transformations vous sont familières, ne doivent normalement pas vous faire peur. Et voilà, c'est ce qu'on appelle des isométries euclidiennes. Isométrie, c'est le mot savant pour dire que ce sont des transformations de l'espace qui préservent les angles et les dimensions et les tailles. Et euclidienne, c'est pour dire que c'est des isométries de la géométrie euclidienne. La géométrie euclidienne étant celle que vous aimez, que vous connaissez depuis la maternelle, ou au minimum depuis le collège. Voilà, très bien. Donc là, on a fait de la géométrie, on est très content. Maintenant, on va aller vers l'algèbre. Alors, pour ça, on peut prendre deux isométries plutôt qu'une. Alors, par exemple, je vais prendre deux translations. Donc, sans pointeur, vous voyez, j'ai une translation que j'ai appelée A, qui est rouge, et qui est horizontale, et qui décale mes bonshommes vers la droite. Et puis, j'ai une translation que j'ai appelée B, qui est bleue, qui est verticale, et qui décale mes bonshommes vers le haut.
Et puis évidemment, je peux jouer avec mes translations. Donc je peux les répéter autant de fois que je veux. Alors je peux faire par exemple 7 fois A, et puis après je vais faire 3 fois B. Et du coup, je vais monter 7 fois, et puis après je vais aller à droite 3 fois. Ou alors, je peux, si je regarde ce que j'ai fait sur mon dessin, je peux faire 4 fois une translation dans la direction A, là. Et puis après, peut-être, je vais faire B, mais en sens inverse. Donc, je vais faire 5 fois B en sens inverse. Et donc après, ça va me faire une nouvelle translation. J'ai dessiné une flèche, une grande flèche qui descend. Et ma nouvelle translation, on l'appelle 4A moins 5B. 4A moins 5B pour dire que, bah voilà, on a fait 4 fois A, et puis ensuite, on a fait 5 fois B, mais à l'envers. Okay, on peut faire, alors on peut en faire plein d'autres. Hein. On peut par exemple faire 2 fois A mais en sens inverse, donc on va dire moins 2A, puis ensuite on fait 4 fois B en sens inverse, et donc ça s'appelle moins 4B, et donc on obtient une translation qui s'appelle moins 2A, moins 4B, qui va prendre notre petit bonhomme et puis qui va le décaler de 2 crans vers la gauche et de 4 crans vers le bas. Et bon, on peut jouer avec tout ça. Et l'ensemble de toutes ces transformations qu'on peut obtenir en répétant arbitrairement autant de fois qu'on veut A et B, ça s'appelle un groupe. Ça, c'est le nom mathématique d'un ensemble de transformations qu'on a le droit de répéter autant de fois qu'on veut. Et comme nos transformations, c'est des isométries, on va parler d'un groupe d'isométrie. Et on peut même parler d'un groupe d'isométrie euclidienne, puisqu'on a répété plein de fois des isométries euclidiennes. Donc voilà, et donc un groupe, c'est l'élément de base d'un domaine des maths qu'on appelle l'algèbre. Donc on est allé de la géométrie vers l'algèbre. Très bien, alors on peut continuer à jouer. Alors on va faire un petit détour par les jeux vidéo. Alors il y a un petit choc générationnel. Quand j'étais petite, les jeux vidéo, ça ressemblait à ça. Alors, je ne sais pas si vous connaissez encore Pac-Man. Pac-Man, c'était une sorte de petite bouche jaune, là, et il essayait de manger des cerises, et sans se faire attraper par les fantômes. Bon. Le design, vous voyez, c'était très, très moderne, très élaboré. Bon, voilà, c'était Pac-Man. Et alors, Pac-Man, il avait une particularité, bon, tant pis pour le pointeur, c'est que quand il... Je ne sais pas si vous voyez, il y a une sorte de petit tunnel à gauche, au milieu, et quand il sortait par le tunnel à gauche, hop, il réapparaissait à droite. Ou inversement, s'il sortait à droite, il réapparaissait à gauche. D'accord? Bon, donc ça, c'était Pac-Man. Très bien. Bon, alors Pac-Man revisité par les mathématiques, ça va donner ce qu'on va appeler un tore. Alors, vous imaginez, on a un rectangle, vous voyez, j'ai dessiné les côtés haut et bas sont bleus, les côtés gauche et droite sont rouges, et vous imaginez un peu comme Pac-Man, si vous sortez par la gauche, par le côté rouge, en fait, vous êtes en train de revenir à droite. Ou inversement, si vous sortez à droite, c'est comme Pac-Man, et ben vous êtes en train de revenir à gauche. Mais on fait un peu Pac-Man plus élaboré, c'est-à-dire qu'on dit aussi que si on sort en haut, en fait, on est en train de réapparaître en bas. Ou alors, si on sort en bas, on est en train de réapparaître en haut. Donc c'est un Pac-Man, mais avec gauche-droite et haut et bas. Alors, on peut y penser comme notre rectangle que j'ai dessiné, là, en haut à gauche, avec... donc si je sors en haut, je réapparais en bas, si je sors à gauche, je réapparais à droite. Mais on peut y penser d'autres manières. Ça, en maths, c'est très important d'avoir plusieurs façons de penser à un même objet. Donc, par exemple, je peux dire, bah oui, j'ai mon rectangle, et j'ai le haut et le bas, et en fait, quand j'arrive en haut, en fait, c'est pareil que d'être en bas. Donc, en fait, c'est comme si j'avais recollé le haut et le bas. Ça me fait une sorte de cylindre que j'ai dessiné au milieu. Et une fois qu'on a son cylindre, on dit, bah oui, mais la gauche et la droite sont identifiées. Donc, en fait, je voudrais recoller la gauche et la droite. Alors, en fait, avec une feuille de papier, c'est trop rigide, je vais la froisser. Mais en maths, on a le droit de faire plein d'opérations juste dans la tête sans les faire dans la vraie vie. Donc, je peux recoller la droite de mon cylindre avec la gauche, le côté rouge avec le côté rouge. Et ça va me donner, alors là, c'est mentalement, vous voyez, je vais obtenir une bouée. D'accord ? Donc, on peut y penser comme ce rectangle à la Pac-Man où on identifie le haut et le bas, la gauche et la droite. On peut y penser comme une bouée. Et on peut y penser aussi comme ce quadrillage que j'ai dessiné en bas. Vous voyez, vous avez des lignes bleues horizontales, vous avez des lignes rouges verticales, et donc vous avez plein de rectangles. Et en fait, quand on a ce dessin-là, mathématiquement, il faut vraiment se dire, en fait, tous ces rectangles sont les mêmes, c'est comme s'ils étaient superposés. D'accord ? Ils sont identifiés. En mots savants, on va parler de quotient, mais on ne va pas utiliser ce mot-là ce soir. Et il faut vraiment imaginer que tous ces rectangles-là sont les mêmes. Tous les bonhommes, c'est comme un jeu de miroir. Tous les bonhommes qu'on voit, en fait, c'est le même bonhomme qui est juste répété une infinité de fois, mais c'est vraiment le même. Et il est au même endroit.
Et donc, ces trois images-là, le rectangle en haut à gauche, la bouée en haut à droite et mon quadrillage, il faut vraiment penser que c'est des images mentales pour la même chose, le tore. Voilà, très bien. Vous avez des questions sur le tore? Peut-être vous l'avez déjà croisé pour certaines ou certains. On m'a dit qu'il fallait que je fasse des pauses pour qu'il y ait des questions, donc oui. Ma question porte sur la relation logique entre les dessins du haut de l'image et le dessin du bas. Je n'ai pas du tout compris. Vous voyez, c'est le même rectangle que je répète plein de fois. Et juste, je dis que c'est le même. Et au lieu de dire que quand je vais à droite, je réapparais à gauche, et je continue à aller à droite. Mais en fait, je sais que c'est comme si j'étais apparu à droite, à gauche. C'est une représentation mentale. Je recopie plein de fois mes différents rectangles, mais je sais qu'en fait, ils sont superposés. Oups, pardon. Là, je suis allée, du coup. Je me suis emportée. Mes rectangles sont superposés, c'est tous les mêmes. C'est une gymnastique mentale. Je ne prétends pas vous faire un cours de mathématiques, mais vous emmener en promenade avec moi. En tout cas, il faut se dire que ce rectangle qu'on a, quand on dit que quand on arrive en haut, c'est pareil que d'arriver en bas, et en fait, on peut se dire aussi que quand on arrive en haut, il y a un autre rectangle au-dessus, et donc je monte, mais en fait, c'était le même rectangle. Alors peut-être qu'on va le voir un peu mieux en passant justement à un nouveau domaine des maths. Alors oui, quand on parle de tore et quand on fait des recollements et qu'on obtient des formes un peu tarabiscotées comme ça relève du domaine de ce qu'on appelle la topologie. Donc on a fait de la géométrie, on a fait de l'algèbre, on a fait de la topologie. Et maintenant, on va accompagner Sullivan à faire des systèmes dynamiques. Alors, la dynamique, c'est un domaine des mathématiques qui ne s'apprend pas dans le secondaire et très peu dans le début des études supérieures. Du coup, ça mérite qu'on y passe un instant. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un système, que d'étudier un système dynamique ou de faire de la dynamique? Ça veut dire, on a un certain espace qui nous plaît. Notre espace, là, c'est le tore. Et dans cet espace, il y a une évolution de notre espace au cours du temps. D'accord ? Et donc, à chaque fois que je me donne une condition de départ, à un instant 0, je peux suivre un mouvement de tous les points de l'espace au fil du temps. Et le système dynamique qui va m'intéresser ce soir, c'est un système très géométrique que j'aime beaucoup, qui s'appelle le flow géodésique. Ça consiste en quoi ? Ça consiste en l'opération suivante. Je prends un point de départ. Alors, si j'avais ce pointeur, vous verriez que là, il y a un petit point en haut, au milieu, sur la gauche, il y a un petit point noir un peu plus foncé que le reste du dessin. Donc, je pars d'un point de départ, je me donne une direction de départ, et puis je vais avancer à vitesse constante, et je vais avancer tout droit. D'accord ? Donc, j'avance tout droit. Donc, là, est-ce que vous êtes tous avec moi sur le point de départ, tout à gauche au milieu, avec la flèche? Donc j'avance tout droit et en oblique, là, comme ça. Et j'avance et paf, je rentre contre le côté bleu. Donc là, je le fais sans pointeur, donc il faut que vous suiviez vraiment. Une fois que j'ai rencontré le côté bleu vertical en haut, on a dit qu'être en haut, c'est comme Pac-Man. Hein. Être en haut, c'est pareil qu'être en bas. Donc paf, j'atterris, vous voyez les pointillés, j'atterris en bas, en fait. Et je continue puisque je vais tout droit. Donc je continue, et je retape le côté bleu en haut. D'accord ? Mais là, c'est toujours Pac-Man, donc je reviens en bas. C'est un Pac-Man mathématique. Hein. À chaque fois que je suis en haut, j'atterris en bas. Et donc, je recontinue, je monte, et là, paf, cette fois-ci, je tape le côté droit, rouge. Mais le côté droit rouge, c'est pareil que la gauche. D'accord ? Et donc, paf, je réapparais, mais à gauche. Et donc là, je fais toujours la même direction, et je retape le côté bleu en haut. Et hop, je réapparais en bas, etc. Et je continue. Et alors, on pourrait continuer, mais je vais continuer plutôt mon exposé. Et alors, on a plusieurs images mentales, hein, on a dit, de notre tore. Et alors, une des autres images mentales, alors il y a la bouée, mais là, c'est plus compliqué de dessiner dessus, donc je l'évite. Et il y a le quadrillage, et justement, le quadrillage, il a cet intérêt-là, c'est de dire, au lieu de dire qu'à chaque fois que je tape le côté haut, je réapparais en dessous, je dis, quand je tape le côté haut, je traverse, je continue tout droit. Mais il se trouve que quand je continue tout droit, le deuxième rectangle au-dessus de mon point de départ, c'est le même, en fait. Donc, c'est deux façons de dessiner le même phénomène. C'est-à-dire, dans le dessin de droite,
En fait, ma trajectoire, c'est juste une droite, c'est complètement banal, sauf que à chaque fois que je croise un nouveau rectangle, en fait, le nouveau rectangle, il faut vraiment se souvenir que c'est le même, en fait. Donc, il est superposé. Mais ça, c'est dans la tête. Donc, voilà. Donc, c'est plusieurs images mentales pour ce même système dynamique, qu'on appelle le flot géodésique. Très bien. Et alors, qu'est-ce qu'on fait avec? Eh ben, on essaye de se demander, alors, quel est l'intérêt des systèmes dynamiques par rapport... quand vous faites des maths en première terminale, par exemple, vous avez des fonctions, et vos fonctions, qu'est-ce que vous faites? Vous regardez en un point, est-ce qu'elles sont continues, ou est-ce qu'elles sont dérivables, ou est-ce que sur un petit intervalle, c'est croissant, décroissant, ou est-ce que c'est convexe? Bon. Et quand on fait des systèmes dynamiques, on ne s'intéresse pas du tout, ou pas trop, à ces phénomènes locaux. On regarde ce qui se passe au bout d'un temps très très long, au bout d'1 milliard d'années. Où est-ce qu'il est, mon petit bonhomme? Qu'est-ce qu'il a fait? Et alors dans ce cas-là, dans le cas du tore, c'est pas très dur. Alors pas très dur, ça ne veut pas dire qu'on peut faire en première et terminale, ça veut dire que c'est pas très dur pour un chercheur, c'est un exercice de niveau L1, et c'est vraiment un exercice de niveau L1 sans tricher. Souvent on dit c'est un exercice et on triche un peu, mais là non. Et donc l'exercice est le suivant, c'est que je pars d'un point de départ, et je me donne une direction de départ. Et en fait, si la droite que je parcours, si le coefficient directeur de la droite est rationnel, si la pente de ma droite est rationnelle, eh bien alors, on va pouvoir montrer qu'au bout d'un moment, la trajectoire va revenir exactement à son point de départ, et dans la même direction. Donc, et en fait, la trajectoire indéfiniment va être périodique. Donc j'ai dessiné une trajectoire périodique, alors je ne sais pas si vous la voyez bien, elle est bleu clair. Donc si vous suivez le petit bonhomme qui part en oblique, mais presque horizontalement, le long des droites bleu clair, eh bien, en fait, ces droites-là, vous voyez qu'elles repassent par les sommets du quadrillage, et elles retombent assez vite sur leur pas. En revanche, si vous prenez un coefficient directeur ou une pente de votre droite qui est irrationnelle, eh bien, le petit bonhomme, il va visiter tout le tore. D'accord ? Il va aller absolument partout. Vous voyez, bon, alors là, j'ai dessiné, je me suis arrêtée au bout d'un moment, mais si on continuait, nos droites rouges, on verrait qu'elles remplissent tout le tore. Et mathématiquement, le vocabulaire, c'est de dire que la trajectoire, elle est dense dans le tore. D'accord ? Le petit bonhomme, il va aller quasiment partout dans le tore. Il va aller aussi près qu'on veut de n'importe quel point du tore. Et donc voilà, ça c'est un exercice, hein, c'est pas très difficile à démontrer. Est-ce qu'il y a des questions sur la dynamique et sur mon petit bonhomme qui se promène sur son tore? Ça va? Très bien. Alors on continue. On m'a dit de faire des pauses, mais si vous ne posez pas de questions, je ne vais pas m'arrêter à rien faire. Hein. Je ne vois pas où, mais... Ah. Il y a un micro pour la question, c'est pour qu'on entende après. Est-ce que le fait que les lignes reviennent au même endroit dans le cas où elles sont rationnelles, ça a un lien avec la périodicité des décimales des nombres rationnels? Par exemple 1,4, 1, 3, 4, 1, 3, 4, 1, 3. C'est un nombre rationnel parce que les décimales elles sont périodiques. Mmh. Et est-ce que ça a un lien avec le fait que ça revient toujours au même point? Oui, mais dit comme ça... je ne vais pas vous faire l'exercice là, mais... Le fait qu'un nombre soit rationnel a à voir avec le fait que le développement décimal soit périodique, et ça a à voir aussi avec le fait que les trajectoires soient périodiques. Mais on n'est pas obligé de passer par le développement décimal pour démontrer ça. S'il y en a qui ont dépassé le bac parmi vous, ça a plutôt à voir avec le fait de connaître les sous-groupes additifs de R. Bon, bref, donc je continue, sauf s'il y a d'autres questions. Ouais. Non, mais en fait... Alors, la question, c'était que pour les physiciens, la dynamique, c'est l'étude des forces et des mouvements liés à des forces, si j'ai bien compris la question. En réalité, donc les physiciens, ils étudient des choses liées à la vraie vie, on va dire, enfin plus que nous. Et donc, ils regardent un système où il y a des forces et qui ont pour conséquence
de faire que des petites particules ou des points mobiles qui sont soumises à ces forces vont se déplacer. D'accord ? Nous, quand on fait des mathématiques, le monde réel nous intéresse pas toujours. Et donc on oublie les forces qui ont causé le mouvement et on s'intéresse juste au fait qu'on est dans un système, on est dans un espace géométrique dans lequel les points sont soumis à certains mouvements. C'est-à-dire, on ne se préoccupe pas des causes du mouvement, on se préoccupe juste du mouvement. C'est pas pour dire que les physiciens... on parle de la même chose, mais on ne regarde pas le même endroit. Très bien. Et donc, je continue. Sauf s'il y a encore d'autres questions sur... très bien. Alors, jusqu'ici, j'ai fait de la géométrie euclidienne. Bon, la géométrie euclidienne, c'est sympathique. Ça vous est plus familier, c'est très bien pour démarrer, mais la géométrie hyperbolique, c'est beaucoup plus rigolo. Alors, pour parler de géométrie hyperbolique, j'ai choisi d'utiliser une citation de Poincaré. Alors, Henri Poincaré, c'était un très grand mathématicien qui était plutôt de la fin du 19e siècle et qui a fait lui aussi des tas de choses, qui est souvent représenté vieux. Donc là, j'ai trouvé une photo où il était jeune. Et je lui ai pris cette citation que j'aime beaucoup, où il dit la chose suivante. Supposons un monde qui serait renfermé dans un grand cercle et qui serait soumis, alors justement, si on parle de physique, aux lois suivantes. Dans ce monde, la température n'y est pas uniforme, mais elle est maximale au centre et elle diminue à mesure qu'on s'en éloigne pour se réduire au zéro absolu quand on atteint le cercle où ce monde est renfermé. Alors, le texte se développe et je ne vais pas rester dans les mots de Poincaré. Ce qu'il faut imaginer, donc c'est une image mentale parce que c'est un espace qu'on peut définir purement mathématiquement. La température n'est que là pour nous aider à y penser. Il faut imaginer que dans ce monde, plus on va vers le bord, plus il fait froid, moins on se déplace vite. Le froid, c'est l'absence de mouvement, hein. Et donc on fait des pas de plus en plus petits, et donc on va de moins en moins loin, on n'arrive pas à avancer. Donc si on essaye d'aller vers le bord, en fait, on fait des pas tellement de plus en plus petits, de plus en plus petits, de plus en plus petits, qu'en fait, on ne va jamais arriver au bord. Et en particulier, alors là aussi, j'aurais aimé avoir un pointeur, mais tant pis, si vous prenez deux points qui sont à l'intérieur de notre disque et que vous essayez de les rejoindre, eh ben, vous allez avoir intérêt à aller vous réchauffer pour faire des pas plus grands pour y aller le plus vite possible. Et donc, en fait, très naturellement, dans cette géométrie, si vous prenez deux points, même très près du bord, le chemin le plus court, le chemin le plus efficace pour aller de l'un à l'autre, ça va être en fait un arc de cercle qui fait qu'on va se réchauffer au centre, où on fait des grands pas, et on repart au bord. Et donc, en fait, dans cette géométrie, elle est merveilleuse à plein d'égards, mais entre autres, dans cette géométrie, ce qui est rigolo, c'est que ce qui va remplacer les droites, c'est-à-dire le chemin le plus court d'un point à un autre, eh bien, ce sont des arcs de cercle. Et des arcs de cercle très spécifiques qu'on voit sur le dessin, qui sont des arcs de cercle, c'est les arcs de cercle bleus, si vous les voyez, qui sont orthogonaux, perpendiculaires au bord. Donc c'est très important. Et donc je me permets d'insister, hein, dans cette géométrie, si j'essaye d'aller tout droit, si tant est que ça veuille dire quelque chose, aller tout droit, ça veut dire que je suis une géodésique et donc un arc de cercle. Alors, il y a tous ces arcs de cercle que j'ai dessinés, mais il y a également les diamètres, qui sont des droites, des vraies droites, ou des segments de droite, mais qui sont en fait des sortes d'arcs de cercle un peu limites. Et donc aller tout droit dans cette géométrie, je répète, c'est suivre ces géodésiques, donc suivre ces arcs de cercle. Et le grand cercle extérieur, il faut imaginer ça comme représenter l'horizon à l'infini, et il est infiniment loin, on n'y arrive jamais, d'accord ? Donc si on marche vers l'horizon, eh bien, on n'y arrivera pas, on mettra un temps infini. D'accord ? Une autre remarque sur ce dessin, c'est que vous voyez, j'ai dessiné des petits bonhommes qui allaient tout droit, là, et vers l'infini, et je les ai dessinés de plus en plus petits, mais ils ne sont pas de plus en plus petits, en fait. C'est une illusion d'optique. Ils sont de plus en plus loin. D'accord ? Et c'est comme dans notre géométrie usuelle, vous savez très bien que quand vous regardez des gens qui s'éloignent de vous dans un paysage, ils sont de plus en plus petits. Mais c'est une illusion d'optique, c'est les gens loin, on les voit petits. D'accord ? Mais c'est nos yeux qui voient comme ça, et là, c'est pareil. D'accord ? Les petits bonshommes, quand ils s'éloignent, ils ont l'air petits, mais c'est le même petit bonhomme qui a la même taille. D'accord ?
C'est juste qu'à l'horizon, ils sont petits. OK. Il y a des questions sur cette géométrie. Donc ça s'appelle la géométrie hyperbolique. Alors je vous donne un scoop quand même, parce que dans cette géométrie, tous les trucs que vous avez appris à l'école, ils sont faux. Hein. Tout ce qu'on vous a raconté, c'est n'importe quoi. La somme des angles d'un triangle, ça ne fait pas du tout 180 degrés. Ça peut même faire 0 degré. D'accord. Enfin, bon, il y a plein de choses très rigolotes dans cette géométrie. Bonsoir. Je ne sais pas où qui pose. Je suis là. Oui, j'avais une question. Est-ce que c'est la seule manière de représenter des espaces hyperboliques? Pas du tout. Il y a plein de façons de représenter les espaces hyperboliques. Moi, ce que j'ai toujours appris, ce qu'on m'a appris depuis que je fais des maths, c'est si on veut faire des dessins dans l'espace hyperbolique, il faut dessiner ce disque. Si on veut faire des calculs dans l'espace hyperbolique, il faut dessiner ce qu'on appelle le demi-plan hyperbolique. Et puis après, vous avez encore d'autres modèles. Il y a ce qu'on appelle le modèle de Klein, qui est un modèle projectif. Il y a des modèles, le modèle de l'hyperboloïde, et puis il y a sûrement encore plein d'autres modèles. Il y a plein de façons de représenter l'espace hyperbolique, et on choisit, en maths, c'est vraiment universel, on a toujours plein de façons de penser à un objet, et on choisit toujours celle qui nous arrange. Merci. D'autres questions? Oui. Bonsoir. Tout à l'heure, il me semble, vous aviez dit les géodésiques, c'était défini par des arcs de cercle qui étaient orthogonaux au cercle extérieur. C'est vrai, comme sur mon dessin. Oui, comment ça? En fait, ça veut juste dire... donc en fait, vous avez appris au lycée à calculer la tangente à un graphe d'une fonction, mais en fait, bon là, mes arcs de cercle, je peux calculer leur tangente en n'importe quel point. Et dire qu'ils soient orthogonaux, deux cercles orthogonaux, ça veut dire qu'à l'endroit où ils s'intersectent, eh ben, la tangente de l'un et la tangente de l'autre, c'est deux droites, elles sont perpendiculaires. Et si vous regardez mon dessin, ça se voit pas. J'y ai passé du temps sur mes dessins. Normalement, ça se voit qu'ils sont perpendiculaires. Non? Si. Donc, deux cercles perpendiculaires, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on n'apprend pas à l'école. Des cercles qui sont perpendiculaires ou orthogonaux, pour moi, c'est pareil. Ça veut vraiment dire que c'est des cercles qui s'intersectent, et à l'endroit où ils s'intersectent, leurs tangentes, elles sont orthogonales. Comme sur mon dessin. Merci. Et c'est possible parce que j'en ai dessiné. Très bien. Alors, dans cette géométrie, je vais essayer de faire exactement pareil que ce que j'ai fait en géométrie euclidienne. Donc, d'abord, il faut que je vous dise qu'est-ce que c'est que les transformations de cet espace, donc les isométries en langage savant. Alors, il y a des choses qui vont être familières et puis des choses qui vont être moins familières. Alors d'abord, on a toujours des symétries, ou en langage plus mathématique, des réflexions. Vous voyez, en bas, là, j'ai dessiné un petit bonhomme et son image par la réflexion par rapport à la géodésique verticale. Mais à gauche, en plus petit, là, parce qu'ils sont près du bord, j'ai dessiné deux petits bonhommes qui sont images l'un de l'autre par la réflexion par rapport à la géodésique qui est un arc de cercle. D'accord ? Donc les réflexions, ça existe toujours. Ça a les mêmes propriétés qu'en géométrie euclidienne. Les rotations, ça existe toujours. Les cercles, ça existe toujours. Et les rotations, ça existe toujours. Donc je peux toujours faire tourner mon petit bonhomme le long de mon cercle. Hein. Donc sur le dessin de gauche, j'ai mis toutes les transformations qui vous sont familières. C'est-à-dire ça marche pareil. Certes, c'est une nouvelle géométrie, mais en fait, c'est tout ce qui marche pareil. Alors en revanche, le dessin de droite, là, j'ai mis les nouveautés quand même. Il n'y a plus de translation. En géométrie hyperbolique, il n'y a pas de translation du tout. Mais il y a ce qu'on appelle des isométries hyperboliques. Les isométries hyperboliques, c'est des isométries de la géométrie hyperbolique, et c'est celles qui vont ressembler le plus aux translations. Alors, comment ça marche ? Eh bien, le long d'une géodésique, je l'ai appelée A, mon isométrie, le long de l'axe horizontal, elle se comporte comme celle que j'ai dessinée, elle se comporte comme une translation. D'accord ? Donc mon bonhomme central, là, il faut imaginer que par mon isométrie, il est déplacé le long de l'axe, il est translaté. Donc c'est vraiment comme une translation dont on parlait il y a 5 minutes. Sauf que, comme je vous ai dit, hein, quand il s'approche du bord, il a l'air de plus en plus petit parce que c'est comme l'horizon. Puis je peux aller aussi en sens inverse, hein, je peux le déplacer vers la gauche et il va aussi vers l'infini, mais de l'autre côté, il est de plus en plus petit. Voilà. Donc le long de l'axe horizontal, c'est comme une translation.
Mais par contre, la géométrie de l'espace fait que globalement, ça ne va plus du tout être une translation. Alors vous voyez, j'ai dessiné, donc on part du centre, là, on imagine on est au centre de l'espace, là on part du bonhomme central, et donc lui, si je regarde son image par la transformation et que je la répète plein de fois, il va se décaler à droite et encore à droite et encore à droite et encore à droite. Ah oui, du coup pour vous ça va être fait par là. Mais comme c'est une isométrie, c'est une transformation qui préserve donc les formes, les angles, les distances. Et donc en fait, si je regarde la droite, la géodésique verticale qui passe par mon petit bonhomme, eh ben, elle aussi, elle va être translatée. D'accord ? Donc elle aussi, ma géodésique, elle va aller à droite, à droite, à droite, et elle va suivre le petit bonhomme. Et donc, vous voyez, la géodésique verticale qui est perpendiculaire à l'axe horizontal, eh bien, par mon isométrie hyperbolique, elle arrive à droite sur une autre géodésique qui est perpendiculaire à l'horizontale. Mais cette fois-ci, ça devient un arc de cercle parce qu'il y a très peu de diamètre. Voilà. Et puis si je continue, ça devient un autre arc de cercle, mais plus petit, plus loin à droite, etc. Et donc mon isométrie hyperbolique, elle translate sur l'axe horizontal. Et pour savoir où vont les autres points, eh bien, je regarde ces perpendiculaires et elles sont envoyées les unes sur les autres en coupant l'axe perpendiculairement à chaque fois. Donc voilà, ça c'est des nouvelles isométries qui fonctionnent très différemment des translations euclidiennes. Et en particulier, ce que vous voyez sur ce dessin, quand vous allez vous répétez votre isométrie de plus en plus, vous faites A, puis encore A, puis encore A, puis encore A, et ben, le bonhomme principal, il va se retrouver, il a l'air de plus en plus petit parce qu'il est parti très très loin à l'infini à droite. Et puis, si vous prenez un ami à lui qui est sur la perpendiculaire là au-dessus de lui, et ben, en fait, son image, c'est un petit bonhomme qui est sur la perpendiculaire suivante, et puis si on continue, il est sur la perpendiculaire suivante, et puis suivante et suivante. Et donc en fait, les deux petits bonhommes, et ben, en fait, ils vont ensemble vers l'infini, et ils sont tous les deux attirés vers l'extrémité droite de ma droite horizontale là, dans le cercle. Donc ces isométries hyperboliques, eh bien, elles translatent le long de leur axe, et elles attirent tout l'espace vers une extrémité attractive au bout de l'axe. Donc, c'est ça qui va pour nous, dans notre tête, ce soir, remplacer les translations. Très bien. Alors, OK, on n'a plus de translation, on a des isométries hyperboliques, mais on peut essayer de faire comme on a fait en géométrie euclidienne. Et donc, on peut s'amuser à prendre deux isométries de ce type-là. Donc, j'en ai pris une qui translate le long de l'axe horizontal, puis j'en ai pris une autre que j'appelle B, qui translate le long de l'axe vertical. Et j'ai essayé de garder le même code couleur, d'accord ? Donc, A, elle est rouge, elle translate le long de l'horizontale et elle envoie donc les droites rouges les unes sur les autres. Et B, elle est bleue et c'est une isométrie hyperbolique d'axe vertical, donc elle translate le long de l'axe vertical et elle envoie tous ces cercles bleus les uns sur les autres. Très bien, bon, jusqu'ici ça a l'air tout pareil. Hein. Donc du coup on va faire pareil, on a le droit de s'autoriser à répéter toutes ces isométries A et B autant que je veux. Donc je peux faire plein de fois A, puis plein de fois B, puis de nouveau A, puis de nouveau B, etc. Et donc je vais obtenir, comme tout à l'heure, l'ensemble de toutes les transformations que je peux obtenir en répétant A et B autant de fois que je veux. Et bien comme tout à l'heure, ça va s'appeler un groupe. Et au lieu d'appeler ça un groupe d'isométrie euclidienne, je vais appeler ça un groupe d'isométrie hyperbolique. Bon, jusque-là, tout ça reprend la même trame que ce que j'ai fait en géométrie euclidienne. Quand même, il fallait bien que quelque chose apparaisse. Et donc la surprise, c'est quand même notable, c'est que si je fais d'abord A, puis B, donc vous voyez, je pars de mon bonhomme central, je fais d'abord A, donc je l'envoie à droite, et puis ensuite je fais B, donc je l'envoie au-dessus du cercle bleu, parce que B, il envoie tout au-dessus du cercle bleu là-haut. Donc si je fais d'abord A, puis B, j'arrive en haut. Le petit bonhomme, là, c'est la flèche qui va le plus en haut possible. Alors que si je fais d'abord B, je monte au-dessus du cercle bleu, et puis ensuite je fais A, je vais à droite du cercle rouge, eh bien, je vais à droite du cercle rouge. Et donc, faire d'abord A, puis B, ou faire d'abord B, puis A, sans pointeur, c'est plus sportif. Eh bien, vous voyez, j'arrive pas, mes deux petits bonhommes, ils atterrissent pas au même endroit. Et donc là, vous voyez une différence absolument fondamentale entre la géométrie euclidienne et la géométrie hyperbolique, c'est que faire mes isométries hyperboliques là, comme ça, dans un sens ou dans l'autre, ça ne donne pas du tout la même chose. D'accord ?
Alors j'insiste, hein, je reprends le même dessin et je vous rappelle le dessin qu'on avait en géométrie euclidienne. Je n'avais pas du tout insisté là-dessus tout à l'heure quand je vous parlais des isométries euclidiennes. Si je répète dans le dessin du bas, donc le dessin de la géométrie euclidienne, je répète 2 translations A et B, et ben, peu importe l'ordre, hein, que je fasse 3A, 2B et 5A, ou que je fasse 5A, 2B, 3A, enfin je ne sais plus ce que j'ai dit, mais peu importe l'ordre dans lequel je fais les choses, si je fais A puis B ou B puis A, j'atterris au même endroit. Alors qu'en géométrie hyperbolique, pas du tout. Faire A puis B ou B puis A, ça ne donne pas du tout la même chose, et là, ça va faire des différences fondamentales. Alors des différences, mais aussi des similitudes. Alors on a quand même envie de jouer au même jeu, alors on va faire. Ça va jusqu'ici? Vous avez des questions peut-être? Qui dit isométrie veut dire même longueur, pas étymologiquement. Mais comment définit-on ces longueurs pour A et B dans une géométrie qui n'est pas du tout euclidienne? Alors, isométrie, ça veut dire qui préserve les longueurs. Ça ne veut pas dire de même longueur. Donc, les translations sont des isométries de la géométrie euclidienne. Ça veut dire qu'elles préservent toutes les longueurs, elles préservent aussi les aires, elles préservent les angles, elles préservent plein de choses. Et les isométries de la géométrie hyperbolique, et en particulier celle-ci, elles préservent également les distances, les longueurs, les angles hyperboliques. Mais ce ne sont pas des translations, donc elles n'ont pas une longueur. Alors elles ont, en fait si, il y a une longueur de translation, mais je n'avais pas envie du tout d'en parler ce soir, mais si vous regardez la distance pour la métrique, pour la distance hyperbolique entre les cercles rouges les plus proches, et ben, ça va vous donner la longueur associée à l'isométrie A. Mais bon. Là, ça va dépasser le cadre de cet exposé, d'aller rentrer dans ces longueurs. Mais isométrie, l'étymologie, c'est vraiment dire c'est une transformation de l'espace qui préserve les mesures, donc qui préserve les angles et qui préserve les longueurs. Voilà. Bonsoir. Comment ça se fait que la partie droite du bonhomme, vu qu'elle est un peu plus loin, elle ne soit pas plus petite? Pourquoi ça ne déforme pas? La partie droite du bonhomme est un peu plus à droite, elle devrait être plus petite que la partie de gauche du bonhomme. Ah là, c'est juste pas possible à dessiner. Mais on maintient bien les distances alors? Oui, oui, oui. En fait, ce qu'il faut imaginer, c'est... il y a un peu, si on fait à la physicienne, il y a la grande échelle et la petite échelle. C'est-à-dire qu'à petite échelle, la déformation entre l'épaule gauche et l'épaule droite du bonhomme, elle n'est pas perceptible. Oui? J'espère que ma question soit un petit peu stupide, mais pourquoi tout à l'heure, pour les isométries euclidiennes, on a fait A plus B, et maintenant, pour hyperbolique, c'est A fois B? Alors, je me suis gardée de dire A fois B. Alors, je ne sais pas en quelle classe vous êtes, mais vous avez dû apprendre la composition des applications, peut-être. Vous êtes en quelle classe? En terminale. En terminale. Alors, ma fille, en terminale, elle vient de voir la composition. Elle n'a pas aimé. Hein. Je ne sais pas si elle m'écoute. Composer des applications, c'est le mot savant pour dire qu'on les fait les unes après les autres. D'accord? La vraie notation mathématique, c'est avec un petit rond. F rond G, vous avez vu ça? Oui, oui, on a vu ça. Bon, alors là, il aurait fallu que j'écrive A rond B et B rond A, mais ça prend beaucoup de place. Et donc les mathématiciens et mathématiciennes sont assez flemmards, c'est-à-dire que, en fait, quand on écrit tout le temps la même chose, au bout d'un moment et qu'on sait de quoi on parle, on ne met plus les symboles comme ça. Mais effectivement, j'aurais dû mettre le petit rond. Et quand c'est des translations euclidiennes, effectivement, j'avais utilisé le plus et le moins. C'était pour vous raccrocher à des translations avec l'addition des vecteurs que vous connaissiez du collège ou du seconde, je ne sais plus. Voilà. Oh, merci beaucoup. De rien. Alors, juste une petite incise. Je fais partie d'un projet de recherche je coordonne un projet de recherche avec que des mathématiciennes. Et dans le début de ce projet, à chaque fois que l'une d'entre nous, il y en a une dans la salle, elle va se reconnaître, posait une question, elle commençait en disant « j'ai une question stupide » ou « je m'excuse » ou « je suis désolée ». Et donc on a décidé que maintenant, à chaque fois que l'une d'entre nous disait ça, elle devait mettre des sous dans la boîte à sous pour aller boire des bières à la fin. Ça marche bien. Au moins pour passer des bonnes soirées. Très bien, donc il n'y a pas de questions stupides. Alors continuons avec nos isométries hyperboliques qui ne communent pas. Oui, excusez-moi, c'est peut-être encore une fois une question stupide, mais je ne devrais pas le dire, je vais mettre une pièce dans la boîte à sous, mais si j'essaye de suivre le AB ou le BA
sur le dessin, j'arrive pas à tomber au même endroit que vous. C'est-à-dire que j'ai envie de suivre la ligne bleue horizontale, puis la ligne rouge pour faire le AB. Alors, je ne tombe pas au même endroit que vous, alors je ne comprends pas si j'arrive pas à lire votre dessin. Mais non, je comprends le principe que ça ne commute pas. Il y a deux difficultés qui s'ajoutent là. C'est que, d'une part, la notation des compositions d'applications mathématiques, elle est à l'envers. Enfin, et d'autre part, le dessin de la géométrie hyperbolique est un peu subtil. Donc je vais essayer de le faire sans pointeur. Je pars de mon bonhomme central, d'accord ? Je fais A. Donc si je fais d'abord A, il arrive à droite, sur l'axe horizontal. Ça, vous êtes d'accord ? Ok. Maintenant, je prends ces deux bonhommes. Il faut les imaginer ensemble. Ils sont tous les deux là. Ils sont le bonhomme de départ et son image par A. D'accord ? En fait, si je fais B, ça envoie tout ce qui est au centre là, au-dessus de l'axe bleu. D'accord ? Non. Alors, je ne pouvais pas faire tout un cours et détailler tout. Non. B, il envoie toute la zone centrale au-dessus de l'arc de cercle bleu. Il envoie tout le monde au-dessus. Il faut presque tout le monde. Donc, en fait, B, il envoie tout l'axe pointillé bleu, là. Tout cet axe pointillé bleu, il est envoyé au-dessus. Donc, y compris le bonhomme qui est l'image du bonhomme central par A est envoyé au-dessus. Je n'ai pas triché. Et le cercle rouge, normalement j'y ai réfléchi, le cercle rouge qui sépare mon bonhomme initial et son image par A, eh bien, ce cercle rouge est envoyé sur le cercle rouge qui est à la pointe de la flèche, par B. Bon, c'est une gymnastique mentale, hein, ça se fait pas en 2 secondes, mais normalement mon dessin est correct. Tu es d'accord ? Très bien, alors on continue. S'il vous plaît. On me fait signe que l'heure tourne, mais une dernière question. J'ai une petite question. Ouais. Est-ce qu'on peut faire une analogie, parce que je suis comme monsieur, j'ai un peu mal à comprendre sur la surface. Est-ce que si on considère une sphère, est-ce qu'on peut dire que si on se déplace sur l'équateur, à droite ou à gauche, et après on va prendre un méridien, on va se retrouver dans une des deux positions. Est-ce que c'est équivalent à ce que vous dites ? Pas complètement. Pas vraiment. Pas du tout, en fait. Pas du tout. Bon, tant pis, j'ai essayé, merci. Mais enfin, oui et non. C'est-à-dire, il y a un point commun, c'est que c'est la base de la géométrie qui interagit avec ce que je dis. C'est que si je me déplace sur une surface plate et que je fais un pas à gauche, à droite, enfin bon, bref, et ensuite un pas devant moi, eh ben, c'est pareil que de faire un pas devant moi, puis un pas à droite. D'accord ? Donc, faire un mouvement dans un sens, puis dans l'autre, ou dans l'autre sens, enfin, faire 2 mouvements dans 2 ordres différents, si je me déplace sur une surface plate, ça fait que ça arrive au même endroit. Si je me déplace sur une surface courbe, si je me déplace en géométrie hyperbolique, mes 2 petits mouvements vont jamais se recroiser. Là, c'est les 2 petites flèches là, qui divergent. Et si je me déplace sur une sphère, que je fais un pas à droite, un pas sur l'équateur, un pas sur un méridien, ou alors un pas sur un méridien et un pas sur un équateur, eh bien, nos trajectoires vont se croiser. Mais le point commun entre la géométrie sur la sphère et la géométrie hyperbolique, c'est qu'on ne va jamais atterrir au même endroit. Et le défaut ce qui fait qu'on n'atterrit pas au même endroit, c'est un nouveau concept, ce n'est pas le sujet de mon exposé de ce soir, donc je vais éluder, mais c'est ce qui s'appelle la courbure. Très bien, alors, là je suis allée trop vite, mais donc je reviens à mes 2 isométries hyperboliques qui ne commutent pas, donc ça veut dire que l'ordre compte. A puis B, c'est pas pareil que B puis A, et je vais quand même regarder toutes les transformations que je peux faire avec. Et puis, je vais faire le même jeu avec mon quadrillage et mon rectangle. Mais là, cette fois-ci, au centre, vous voyez, j'ai un rectangle hyperbolique. C'est-à-dire mes 2 côtés verticaux sont courbes et mes 2 côtés horizontaux sont courbes. C'est quand même un rectangle, mais c'est un rectangle de la géométrie hyperbolique. Okay ? Et donc, je peux jouer comme en géométrie euclidienne et faire ce qu'on appelle un tore hyperbolique. C'est-à-dire, je vais faire un Pac-Man hyperbolique. Quand j'arrive en haut, c'est comme si j'étais en bas. Quand j'arrive à gauche, c'est comme si j'étais à droite. Je fais mes identifications, le haut et le bas. Ça me fait une sorte de cylindre hyperbolique. Puis la gauche et la droite, ça va me faire un tore hyperbolique. La seule différence, c'est que la géométrie n'est pas la même. Donc, vous voyez, mon tore, il est pointu. Okay ? Et comme en géométrie euclidienne, mon dessin en haut à gauche, mon dessin en haut à droite et mon dessin en bas, c'est 3 images mentales de la même chose.
C'est-à-dire, soit je joue à Pac-Man et j'identifie le haut et le bas, la gauche et la droite, soit je fais vraiment mes recollements pour voir un tore, soit je regarde tout mon disque avec tous les rectangles images les uns des autres, et je sais dans ma tête que en fait, tous ces rectangles hyperboliques images les uns des autres, c'est tous les mêmes. Voilà, donc ça, c'est le tore hyperbolique. Et avec ce tore hyperbolique, eh ben, je peux faire comme en géométrie euclidienne, c'est-à-dire je peux faire mon jeu préféré, c'est-à-dire de la dynamique. Donc la dynamique, c'est quoi? Eh ben, comme tout à l'heure, je prends un point de départ, une direction de départ, et je vais marcher tout droit. Alors là, c'est pareil, je vais vous demander de me suivre sans pointeur. On regarde le dessin de gauche, vous prenez le point, vous prenez la direction, et puis vous commencez à avancer, on va tout droit le long de la géodésique. Donc on avance, on avance, on avance, et paf, je tape le côté rouge à droite. Vous voyez? Vous êtes avec moi? Alors une fois que j'ai tapé, bah, je rebondis et je vais à gauche. Mais la courbure de mes deux arcs de cercle fait que, vous voyez, en fait, ça fait changer la direction, en fait. Et donc je repars de la gauche, et puis en fait, je vais tout droit, mais donc je vais tout droit le long d'une géodésique, donc c'est un arc de cercle. Et au bout d'un moment, je tape en bas la géodésique bleue. D'accord? Une fois que j'ai tapé, je réapparais en haut. C'est Pac-Man, hein. D'accord? Une fois que j'ai réapparu en haut, je réapparais en haut à droite, sur le petit bout de chemin là. Et hop, je tape presque tout de suite après, je tape l'arc de cercle rouge. Et donc là, je réapparais à gauche. Et je continue tout droit, et paf, je réapparais, je retape l'arc de cercle bleu en haut, et je réapparais en bas, et je continue tout droit, et je retape enfin bon, je ne sais plus où est-ce que j'en suis là, enfin, je ne sais pas si vous avez suivi jusque-là, mais quand j'ai fait le dessin, normalement, c'était construit. Et de la même façon qu'on a toutes nos images mentales, et on peut dessiner cette trajectoire sur les trois images mentales, le rectangle hyperbolique, le tore hyperbolique ou le quadrillage. D'accord? Et le premier théorème un peu sérieux qu'on croise ce soir, c'est un théorème qui est dû à Hopf, qui est un mathématicien allemand, qui a démontré ça dans les années 30, au moment qui était la naissance et le grand essor d'une branche des systèmes dynamiques qu'on appelle la théorie ergodique, qui est mon domaine de recherche. Et donc Hopf, il dit la chose suivante. Il dit le flot géodésique est ergodique. Bon, ça vous fait une belle jambe. Ce que ça veut dire concrètement, c'est la chose suivante. Enfin, concrètement, je prends un point au hasard sur mon tore hyperbolique, je prends une direction au hasard sur mon tore hyperbolique, et avec une probabilité 1, eh bien, ma trajectoire va être dense, c'est-à-dire qu'elle va visiter tout le tore. Elle va aller absolument partout dans mon tore hyperbolique. En fait, elle est plus que dense, elle est ce qu'on appelle équirépartie, équidistribuée. C'est-à-dire que si je regarde ce qui se passe pendant 1 milliard d'années, ou plusieurs milliards d'années, eh bien, le temps moyen que ma trajectoire va passer dans un endroit, dans une petite région de l'espace, va être proportionnel à l'aire de cette région. C'est-à-dire que je vais passer d'autant plus de temps dans une région que cette région est grande. D'accord? Donc je vais vraiment, je vais visiter toutes les régions de mon tore, mais je vais les visiter entre guillemets toutes à égalité, quoi. Donc ça, c'est un théorème, qui est un théorème difficile, hein, non trivial. Je ne vais pas vous le démontrer ce soir, théorème de Hopf. Très bien. Bon, on n'a toujours pas parlé de Sullivan. Le truc, c'est que bon, là, vous voyez, je fais un dessin qui est presque le même que tout à l'heure. J'ai pris deux isométries hyperboliques. A et B. A, c'est une isométrie hyperbolique qui translate toujours sur l'axe horizontal, qui envoie les arcs de cercle rouges les uns sur les autres. B, c'est toujours une isométrie hyperbolique qui translate le long de l'axe vertical, qui envoie les cercles bleus les uns sur les autres. Mais vous voyez, il y a un truc sur lequel je n'ai pas appuyé tout à l'heure, c'est que tout à l'heure, si je reviens sur le dessin d'avant, mes arcs de cercle bleus et rouges, ils avaient les mêmes extrémités. Vous voyez? Et là, j'ai un nouveau dessin. Bon, ça ressemble, hein. Mais mes arcs de cercle bleu et rouge, ils ne se touchent pas. Bon, malgré tout, on peut jouer au même jeu, hein, d'accord. Je peux regarder ce rectangle hyperbolique, mais qui a des petites extrémités, des segments qui sont dans le bord. Et puis je peux faire les identifications, recoller le haut et le bas, recoller la gauche et la droite. Je vais encore obtenir un tore hyperbolique, mais cette fois-ci, il a une aire infinie. J'ai essayé de faire un dessin. Il faut imaginer que les petits arcs de cercle qui sont à l'infini, ils sont vraiment infiniment loin. Ça veut dire que dans mes identifications, dans mon tore, je peux aller infiniment loin, arbitrairement loin, et ça me donne un tore comme ça, qui est d'aire infinie. Bon, alors il est d'aire infinie, mais qu'à cela ne tienne, je continue quand même. J'ai envie de faire de la dynamique. Moi, je fais des systèmes dynamiques. Alors, je prends un point de départ, je prends une direction au hasard, et qu'est-ce qui se passe?
eh bien, presque toutes les trajectoires, tôt ou tard, elles filent vers l'horizon, elles vont à l'infini. Une fois qu'elles partent tout droit à l'infini, du point de vue des systèmes dynamiques, il n'y a plus grand-chose à dire, quoi. Elles sont parties, elles ne reviennent pas. On peut rentrer chez nous. Alors, on a dit presque toutes, donc pas toutes. Il y en a certaines qui ne partent pas, d'accord, qui restent dans la partie haute du tore, d'accord. Donc elles ne vont pas à l'infini. Et d'une certaine façon, pour les dynamiciens, ce sont les trajectoires intéressantes. Les trajectoires intéressantes sont celles qui ne vont pas partir à l'infini, qui vont faire des choses peut-être compliquées dans la partie haute du tore, d'accord. Et alors on a toujours nos différentes images mentales, le tore ou le disque avec tous nos petits rectangles hyperboliques. Et là, il y a une traduction qui se fait, qui est un exercice que je ne vais pas faire là en 30 secondes, mais qui n'est pas dur, qui est que les trajectoires qui sont intéressantes et qui ne partent pas à l'infini, eh bien, dans le disque, c'est exactement la même chose que les trajectoires qui vont croiser une infinité d'arcs de cercle. Dire que vous croisez une infinité d'arcs de cercle, c'est pareil que de dire que dans le tore, vous n'allez pas partir dans la trompette à l'infini. Très bien. Bon. Donc il y a des trajectoires intéressantes, et ces trajectoires intéressantes sont celles dans les extrémités, qui, vues dans le disque, je répète, croisent une infinité d'arcs de cercle. Et du coup, quand on regarde ce dessin à l'infini, les points à l'infini de ces trajectoires, ceux qui sont au bout de ces trajectoires qui ont croisé une infinité d'arcs de cercle, ça forme ce qu'on appelle une fractale. Alors une fractale, je ne vais pas vous définir précisément ce que c'est, mais vous avez peut-être croisé au lycée le flocon de Corre. Donc je vous l'ai dessiné à droite. Donc là, on n'a pas exactement le même dessin à gauche. Mais malgré tout, c'est des objets qui sont de la même catégorie. Ce sont des objets qui ont plusieurs caractéristiques. D'une part, ils sont assez irréguliers, d'accord, c'est pas lisse. On ne va pas parler de tangente quand on parle du flocon de Corre. On ne va pas parler de tangente quand on parle de mes petits arcs de cercle là. Et il y a une autre caractéristique qui est importante, c'est ce qu'on appelle l'autosimilarité. C'est-à-dire que quand je zoome sur ma figure, eh bien, je vais observer la même figure. D'accord, je peux zoomer autant de fois que je veux, je vais voir une infinité de cercles emboîtés les uns dans les autres. Et pareil pour le flocon, si vous zoomez sur le flocon, vous allez voir des petits triangles sur lesquels il y a des petits triangles, sur lesquels il y a des petits triangles, pour celles et ceux qui ont croisé le flocon de Corre. Normalement, quand on fait suite ou série géométrique, on le croise. Enfin, souvent. Bref, tout ça pour dire que les directions de ces trajectoires intéressantes, là, les directions des trajectoires qui sont piégées à l'infini, eh ben, ça forme ce qu'on appelle donc une fractale. Dans le domaine précis qu'on étudie, là, de système dynamique, on va appeler ça l'ensemble limite. Et je vous ai remis quelques dessins que je vous avais mis au tout début de l'exposé, qui sont extraits de l'article de Sullivan, qui sont d'autres ensembles limites plus compliqués que celui que je vous présente ce soir. Donc voilà, on a cet objet qui est une sorte de fractale, qui est à l'horizon, à l'infini, et qu'on appelle ensemble limite, et qui va être très important dans ce cas. Je ne vous ai toujours pas parlé de Sullivan. Alors Sullivan, dans tout ça, qu'est-ce qu'il fait? Justement, alors, mon exposé s'est appelé mathématicien des analogies. En fait, il explique que c'est pareil. Vous voyez, il suffit de remplacer le dessin de gauche par le dessin de droite. Ça ressemble beaucoup, hein. Et il suffit de remplacer le cercle à l'horizon, le cercle horizon, par l'ensemble limite fractal. Et ensuite, il suffit de suivre les idées de Hopf. Et il l'écrit vraiment, c'est assez incroyable, son style est assez magique. Il dit « One may follow Hopf's clear exposition, sentence by sentence ». Et il le fait. Et bon, alors évidemment, il a eu des bonnes idées entre-temps. Hein, mais... Et du coup, c'est quoi les idées de Hopf? Alors je vais essayer de vous expliquer qu'est-ce qui fait qu'il suit un peu les idées de Hopf. En fait, donc en géométrie, on peut faire des probabilités. Je vous ai dit dans l'énoncé de Hopf, je ne me suis pas étendue pour aller jusqu'au bout et pour expliquer maintenant, mais l'énoncé de Hopf, c'était de dire que si je prends un point au hasard et une direction au hasard, avec probabilité 1, ma trajectoire va visiter tout le tore. Bon, il faut savoir ce que ça veut dire, au hasard, avec probabilité 1 ou quoi. Alors vous avez appris, vous, les probabilités, dans un cadre où on vous dit la probabilité d'obtenir, je sais pas moi, 2,6 quand je lance un dé 5 fois, je calcule le nombre de cas favorables sur le nombre total de cas possibles.
Et vous avez appris à faire des provas comme ça en calculant des nombres de cas favorables sur nombre de cas possibles. Bon, en géométrie, on ne fait pas pareil, mais sauf qu'au lieu de compter des nombres de cas favorables sur des nombres de cas possibles, on calcule des volumes ou des aires. Et donc Hopf, bon, voilà, ce qu'il veut calculer, c'est l'événement, la probabilité de l'événement, la trajectoire va visiter tout le tore, va être dense. Alors, en fait, il s'agit donc de calculer une probabilité géométrique où on va calculer le volume de l'ensemble de toutes les trajectoires qui visitent le tore, divisé par le volume de toutes les trajectoires. Et l'idée de Hopf, que je mets en une ligne, mais qui est quand même une idée extrêmement importante dans le sujet, qui est de dire qu'en fait, il suffit de regarder les extrémités des trajectoires à l'infini dans le cercle horizon et de montrer et de calculer la taille de ces extrémités des gentilles trajectoires qui vont visiter tout le tore, divisé par la taille de toutes les extrémités de toutes les trajectoires dans le cercle. Ça, le cercle, on va dire qu'il a une taille de pi. En regardant ça à l'infini, Hopf, il dit, bah voilà, c'est comme ça que je vais montrer qu'avec probabilité 1, toutes les trajectoires vont être denses. Et donc Sullivan, il dit, bah c'est pareil. Mais c'est pareil à condition de mesurer autrement. C'est-à-dire qu'en fait, il comprend que... Alors, il utilise les travaux d'un autre mathématicien qui avait fait des très chouettes travaux à cette époque-là, qui s'appelle Patterson, qui avait construit des mesures comme ça sur cette fractale, sur cet ensemble limite. Et il avait construit un outil géométrique pour mesurer donc la taille des ensembles dans la fractale. Et en fait, ce qui est fort avec Sullivan, c'est que c'est pas lui qui a construit cette mesure au départ, mais il a tout de suite compris que c'était le bon outil qu'il lui fallait pour résoudre un problème que Patterson n'étudiait pas du tout. Et donc en fait, il utilise cette mesure. Donc c'est un outil géométrique pour mesurer la taille des ensembles dans la fractale. Et du coup, il démontre, je ne vais pas détailler vu l'heure comment est-ce qu'on construit cette mesure, ça c'est un peu trop sophistiqué peut-être, mais il démontre, alors j'ai oublié de dire théorème, Sullivan, le flot géodésique est ergodique, c'est-à-dire que, alors dans le cadre de mon tore de volume infini, eh bien, il démontre la même chose que Hopf. Si on prend un point au hasard et une direction au hasard, avec probabilité 1, la trajectoire va visiter tout le tore. Sauf que, alors si je reviens à mon tore, il est là, quand il dit avec probabilité 1, en fait, sa mesure de probabilité, sa façon de calculer des probabilités, elle ne voit que les trajectoires intéressantes. Donc c'est pour ça que, du point de vue de Sullivan, toutes les trajectoires vont toutes visiter tout le tore, mais du point de vue d'une mesure qui ne voit que les trajectoires intéressantes. Et ce qui est fort dans son théorème, c'est pas la difficulté de la preuve, c'est la façon dont il a vu à quel point des travaux contemporains et un peu plus anciens, ceux de Hopf, et des travaux de ses contemporains, qui étaient d'immenses mathématiciens, donc j'ai mis quelques noms pour le plaisir, Thurston, Bowen, Patterson, en fait, se mettaient tous ensemble dans un même panorama, et il les a mis dans le même paysage, et il a dit, bah voilà, c'est clair, regardez, c'est comme ci, comme ça, pouf, 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 le théorème tombe. Et c'était pas dur. Et voilà. Et alors on m'a dit qu'il fallait que ce ne soit pas une conclusion et que j'ouvre sur la suite. Alors effectivement, quand on fait de la recherche, il n'y a jamais vraiment de conclusion, c'est-à-dire qu'à chaque théorème pose des questions et suscite des travaux ultérieurs. Et donc, bon, bah voilà, on peut continuer à travailler dans la lignée de Sullivan. Et donc, j'ai pas fait exprès, mais j'ai regardé sur Mathsinet le site que je vous ai indiqué au début, où on cherche la bibliométrie, où on cherche les articles des chercheurs. Et donc j'ai cherché la semaine dernière en tapant Patterson, Sullivan, qu'est-ce qu'on trouvait. Et il se trouve que j'ai un article qui devait être publié depuis longtemps et qui vient de paraître. Et donc, voilà. Mais je vais m'arrêter là. Alors, on a du temps pour les questions. Quelles pourraient être les applications concrètes? Là, c'est pas fair play. Les applications concrètes, alors c'est un vaste sujet. C'est un vaste sujet parce que disons que la réponse usuelle dans laquelle se complaisent les mathématiciens qui font des maths fondamentales, c'est de dire
oui, bon, bah, la recherche fondamentale, c'est extrêmement important, et puis un jour, ça va servir. Ce qui est vrai, mais il y a une autre question que se posent beaucoup de mathématiciens aujourd'hui, en particulier dans la jeune génération, c'est de se dire, oui, certes, la maths fondamentale, ça servira certainement un jour, mais peut-être que la planète aura brûlé d'ici là. Et donc c'est une question qui taraude de plus en plus de gens. J'ai la conviction que faire de la recherche fondamentale, c'est important. Après c'est une question qui se décline sur plein d'aspects. C'est-à-dire, on ne se demande pas forcément si l'art et la culture sont importants, encore que quand on voit les budgets, certains ne se posent pas la question, mais... Donc les maths fondamentales comme construction de l'esprit sont importantes. Les systèmes dynamiques comme domaine des mathématiques sont un des domaines les plus actifs et ont des ramifications qui vont vers des applications. Par exemple, il y a des problèmes de dynamique des populations qui permettent d'étudier des espèces invasives et d'essayer de les contrôler. Est-ce que les mathématiques précises décrites dans cet article ont des applications concrètes là aujourd'hui? Je dirais plutôt non, mais... Merci beaucoup pour votre exposé. Concernant le théorème de Hopf et de Sullivan, comment on peut mesurer le temps passé dans une région du tore hyperbolique? Est-ce que c'est un temps discret, un temps continu? Alors, non, là, en fait, tout dépend du système dynamique qu'on regarde. Mon système dynamique ici, il est continu, c'est-à-dire que c'est un flow. D'accord, je suis des trajectoires en temps continu. Et donc, quand je regarde le temps passé, je regarde, je sais pas, pendant 1 milliard d'années, je regarde 1 sur t, oui, mathématiquement, c'est une intégrale, 1 sur t, intégrale de 0 à t, de l'indicatrice du temps passé dans mon ensemble. Ça se mesure avec des intégrales, où je regarde les intervalles de temps où je suis. J'ajoute les intervalles de temps où je suis dans la région qui m'intéresse. Oui, vous avez illustré votre raisonnement par des dessins. Et pas par des calculs, mais j'imagine qu'il y a aussi beaucoup de calculs. Ah. Non, c'est que sur des dessins. Alors en fait, il y a plusieurs sortes de mathématiciens. Et c'est toujours très enrichissant d'en côtoyer plein, parce qu'on n'a pas du tout toute la même façon de fonctionner. J'ai des collègues qui me fascinent, qui sont capables de faire des calculs absolument virtuoses, et puis d'expliquer après coup qu'est-ce que ça calcule. Moi, si j'ai pas compris sur le dessin que j'avais une chance de démontrer un truc, je suis pas capable de me lancer dans un calcul. Après, oui, il y a toujours... mais une fois qu'on a les... alors là, j'expose ma façon de faire des maths. Une fois que je vois ce qu'il y a une chance de marcher, oui, un calcul... c'est comme mettre la table par rapport à faire un repas, quoi. Je sais pas si mon analogie est peut-être stupide, mais... Il n'y a pas de... Pour l'épreuve, pour prouver ce que vous faites, il n'y a pas besoin de calcul. Si, mais par exemple, il y a des... C'est pas qu'il n'y en a pas besoin, c'est qu'une fois qu'on a la conviction... Alors, il y a des analystes dans la salle qui vont peut-être pas être d'accord avec moi, mais une fois encore, c'est très personnel, c'est ma façon de faire. Je sais que si vous regardez les dessins qu'il y a à droite, là, avec ces ensembles qui s'appellent des ombres, ces ombres, d'un point de vue dynamique, elles peuvent s'interpréter de tas de façons différentes. Et je me souviens à une époque d'avoir travaillé avec un jeune postdoctorant et avec qui c'était difficile d'expliquer. Je faisais un dessin au tableau, c'était évident que ça allait marcher. Et en fait, pour l'écrire rigoureusement, il faut 3 ou 4 pages. Mais est-ce que c'est un calcul? Je ne sais pas. C'est juste la traduction en mots rigoureux d'un dessin qui est clair. Mais peut-être il fait 4 pages, donc si vous ne comprenez pas le dessin, vous avez l'impression que c'est un calcul. Mais moi, je ne sais pas calculer sans le dessin au préalable. Merci. J'ai entendu 2 notions qui me laissent dans l'incompréhension totale. C'est le volume d'un vecteur et la taille d'un point, c'est-à-dire les extrémités dont vous parliez. Pouvez-vous éclairer notre compréhension? Merci. Alors, j'ai été prise par le temps, mais il y a des accolades qui montrent que en fait, je mesure le volume de l'ensemble des vecteurs initiaux, c'est un ensemble. Je suis dans l'espace... Alors, s'il faut parler de langage des systèmes dynamiques, je suis dans l'espace des phases, qui est l'ensemble des paires, un point et un vecteur.
donc qui est un espace, comme mes vecteurs sont de taille 1, c'est un espace de dimension 3 dans lequel j'ai un volume lié à la géométrie hyperbolique et je mesure le volume de l'ensemble des vecteurs initiaux sympathiques et je divise ça par le volume de tous les vecteurs initiaux. C'est un ensemble, c'est le volume de l'ensemble des vecteurs. Je peux mesurer le volume d'un ensemble. Et la taille, c'est pareil, c'est parce que dans le cas de Hopf, c'est la mesure de longueur sur le cercle. Et donc, c'est parce qu'à ce stade de l'exposé, je n'avais pas envie de parler de mesure. Bonjour. Je ne sais pas qui me parle, mais... Bonjour. J'ai une question. C'est peut-être un petit peu bête, mais c'est quoi le but ultime de votre travail? C'est quoi le but ultime de la vie? Je ne sais pas. Ah, de mes travaux de recherche, vous voulez dire? Moi, ça m'intéresse beaucoup. Dans mes travaux, je m'intéresse à des systèmes dynamiques, souvent d'origine géométrique, même si c'est un petit peu plus compliqué que l'exemple présenté ce soir, et où précisément, je suis sur des espaces qui sont grands, donc qui sont souvent de volume infini, et où j'essaye de comprendre qu'est-ce qui marche pareil que les surfaces de volume fini qu'on connaissait bien avant, et qu'est-ce qui est différent. Alors quand ça marche pareil, on est content, ça montre un théorème, voilà, ça marche pareil. Et puis quand il y a des choses un peu bizarres, on est content de découvrir des nouveaux phénomènes. En fait, je ne sais plus, j'avais entendu cette phrase quand j'étais jeune doctorante. En fait, quand on apprend des maths et quand on progresse dans la recherche, à chaque fois qu'on comprend des nouvelles choses, ça fait aller voir un peu plus loin et on comprend qu'il y a de plus en plus de choses qui existent et qu'on ne comprend pas. Et donc on a envie d'aller voir de l'autre côté. Et moi, je suis très modestement, je suis très inspirée par la façon de faire des maths de Sullivan, sans en aucun cas essayer de me comparer. J'aime bien essayer de comprendre quel est le paysage. Et une fois encore, je pense qu'il faut vraiment de toutes sortes de mathématiciens. Il y a des gens qui sont très virtuoses et qui vont aller démontrer une conjecture extrêmement technique, extrêmement difficile, qui attend les gens depuis des années ou des siècles. Et puis, il y en a d'autres qui essayent juste de comprendre comment sont... Enfin, vous voyez, c'est comme si on était dans le brouillard ou derrière des rideaux, et puis on essaye de voir comment est le paysage, quoi. Et on ne va pas forcément aller faire des choses horriblement techniques, on veut juste essayer de comprendre qu'est-ce qu'il y a comme phénomènes qui peuvent se produire. Et il faut un peu de tout. Une question aussi. Oui. Bonjour, oui, madame. Merci beaucoup pour votre présentation. Là, je crois qu'il y a la demoiselle qui avait commencé, donc on va faire à chacun son tour. Excusez-moi. Donc, je ne comprends pas, c'est que dans un moment, vous avez dit qu'en parcourant une infinité de demi-disques, normalement, on ne tendrait plus vers l'infini. Ouais. Ce que je ne comprends pas, parce que je pensais l'inverse dans ma tête, c'est que lorsqu'on parcourt une... de manière finie et répétitive, qu'on ne part plus dans l'infini. En fait, alors ce dessin, il est un peu petit, là, si vous regardez cette figure, mais en fait, ce qu'on comprend géométriquement, il y a tout plein d'exercices plus ou moins sophistiqués derrière mes dessins. Ce qu'on comprend dans cette figure, quand on la manipule et qu'on commence à avoir l'expérience de ces petites transformations, c'est que si vous traversez un seul cercle ou un nombre fini de cercles, vous allez finir dans un des intervalles noirs, là, on ne voit pas bien, mais vous allez partir tout droit dans un intervalle sans plus jamais croiser de cercle. Et si vous essayez de faire l'analogie, il faut vraiment faire l'exercice avec le dessin au-dessus du torse, c'est pareil que de partir tout droit dans la trompette vers le bord à l'infini. Il faut... alors je ne sais pas si ça s'appelle des calculs ou pas, mais il faut faire des exercices pour passer de l'un à l'autre. Il y avait d'autres. Bonjour. Oui, j'ai une question à propos des trajectoires, parce que donc vous aviez dit qu'il y avait une justement, j'ai une question. Est-ce que c'était d'abord, y avait-il une infinité de trajectoires? C'est pas qui me parle. Et vous m'entendez? Je vous entends, mais je ne sais pas où vous êtes. Ici, là, à côté de moi. Voilà. Et donc, d'une part, la première question, c'est est-ce que donc on avait une infinité de trajectoires dans le tore, et celles qui ne partaient pas à l'infini et donc elles résistaient, quelles étaient leurs propriétés, quelles étaient les particularités de ces trajectoires par rapport aux autres?
Alors, il y en a une infinité, même, alors si vous connaissez un petit peu les différents infinis, il y en a une infinité non dénombrable, il y en a beaucoup. Quelles sont leurs propriétés? Vaste question. Du point de vue des systèmes dynamiques, en fait, la géométrie et les systèmes dynamiques se parlent quand on fait du flow géodésique, c'est-à-dire que ces exemples de systèmes dynamiques géométriques viennent répondre à des questions des gens qui font de la dynamique en disant bah regarde, tu te poses la question d'un exemple comme ci, bah voilà, j'ai un exemple comme ça. Et donc le flow géodésique comme ça sur ce tore hyperbolique de volume infini, le flow géodésique en général en géométrie hyperbolique, c'est un système dynamique extrêmement chaotique, c'est-à-dire extrêmement sensible aux conditions initiales, et donc qui a énormément de complexité et qui est le modèle type, l'archétype du système dynamique très chaotique. Donc, bon, les dynamiciens, ils aiment bien, enfin, plus c'est compliqué, plus on aime bien, et le chaos, c'est compliqué, on aime bien. Et le flow géodésique sur ces surfaces hyperboliques, il est très chaotique, on est content. Et le flow géodésique de ces stores d'air infini, c'est ce qu'on appelle un flow axiome A. Bon, c'est un mot un peu. Voilà. C'est un flow qui est chaotique sur un ensemble petit de l'espace et qui part à l'infini ailleurs. Et donc, il est intéressant, entre autres pour ça, comme interaction entre la géométrie des fractales à l'infini, les systèmes dynamiques, avoir une partie de dynamique chaotique au milieu d'un système dynamique où la plupart des trajectoires partent à l'infini. Il est intéressant comme interaction entre plein de domaines qui se parlent. Merci. Bonsoir. Tout en haut, au milieu. Oui. Vous aviez dit que ce qui nous intéressait, c'était les orbites périodiques et pas celles qui partaient à l'infini. Pourquoi elles sont plus intéressantes que les autres? Alors, je ne sais pas si j'ai dit périodique. J'ai peut-être fait un lapsus. Trajectoire périodique, vous avez dit. Alors, pas dans la question précédente, dans l'exposé à un moment. Alors, les trajectoires périodiques, elles sont sympathiques, mais ce n'est pas forcément les seules intéressantes. Par exemple, si on regarde sur le tore euclidien, est-ce qu'elles sont plus intéressantes les unes que les autres? Vous savez qu'il y a une description complète des trajectoires. Elles sont soit périodiques, comme la bleu clair, soit denses, comme la rouge. Et vous avez une description complète, très, très claire. Et puis, en fait, c'est emblématique de ce que font les chercheurs. C'est-à-dire, vous avez un cadre facile, entre guillemets. Enfin, facile, c'est un exercice niveau L1. C'est pas un exercice de CM2, mais c'est un exercice. On sait décrire toutes les trajectoires d'un système dynamique. En général, les systèmes dynamiques, si vous regardez le problème à 3 corps pour savoir si le système solaire est stable, à ma connaissance, on ne sait pas bien faire, donc on espère que c'est stable, mais voilà. Donc un système dynamique pris au hasard, on ne va pas savoir dire grand-chose. Et donc le système dynamique, celui-là sur le tore, il est très facile, on sait faire, c'est du niveau L1. Puis il y a d'autres systèmes dynamiques où on ne sait pas tout dire. Et ce qu'on aime bien en géométrie hyperbolique, quand je regarde le flow géodésique sur ces deux tores, que ce soit celui sur le tore d'air infini ou l'autre, en fait, il y a beaucoup de trajectoires périodiques et il y a beaucoup de trajectoires qui sont denses, qui visitent tout le tore. Et puis, en fait, là, il y en a aussi beaucoup d'autres. Et c'est vraiment un système dynamique chaotique. Je n'ai pas dit ce que c'était, mais ça veut dire, c'est le système dynamique le plus compliqué qu'on puisse rêver. Si vous essayez d'imaginer un comportement possible d'une trajectoire, il va y avoir une trajectoire qui va la réaliser. Un comportement que vous arrivez à imaginer, il va exister sur la surface. Et donc on s'intéresse aux trajectoires périodiques parce qu'il y en a plein et qu'on peut suivre n'importe quelle trajectoire et puis et en avoir une autre qui est périodique juste à côté. Bon, les trajectoires périodiques sont très chouettes, mais les autres aussi sont très chouettes. Donc je ne sais pas si j'ai dit que c'est les périodiques qui étaient les mieux, mais non. Enfin, D'accord, merci. Bonsoir. Bonsoir. Je voulais savoir, est-ce que on peut calculer des distances dans le cercle hyperbolique? Alors, oui, mais... est-ce que j'ai des dessins?
Oui, bien sûr. Il y a une géométrie, il y a une distance. Alors là, justement, c'est des histoires de point de vue par rapport à la question de tout à l'heure. C'est-à-dire, on peut introduire le disque hyperbolique en disant, bah, voilà comment on calcule la distance entre deux points. Et puis, au bout de 3 pages de calcul, vous dire, bah ouais, en fait, le plus court chemin d'un point à un autre, c'est l'arc de cercle. Ou alors, on peut partir des arcs de cercle et faire un exposé sans la moindre formule. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des formules derrière. Donc, on peut calculer des distances et si vous regardez des points qui sont au centre de votre disque, là, si vous regardez 2 points très près du centre, la distance, essentiellement, vous n'allez pas voir de grande différence entre la distance usuelle et la distance de cet espace. Et puis après, il faut imaginer une distance avec des formules compliquées qui font que le cercle là, que j'ai dessiné, il est à l'horizon, il est à l'infini, et que si je prends 2 points même qui ont l'air très proches sur le cercle, à l'infini, ils sont tellement loin à l'infini qu'en fait, il faut un temps infini pour les rejoindre. Donc oui, il y a des distances, ça se calcule, tout est assez explicite, mais ce n'est pas sur le disque que les calculs sont confortables. Donc, puis un calcul, pour moi, un calcul n'éclaire pas tant que ça. Oui. Il y a une question là, mais... Bonjour. Ah, il y en a une là aussi. Je voulais savoir à quel moment une trajectoire périodique, ça devient une trajectoire dense. Parce que sur la photo, ils sont très similaires, juste un, il est beaucoup plus fréquent que l'autre. Et du coup, je voulais savoir, c'est quoi la limite un peu entre les deux? Qu'est-ce qui sépare? Enfin, je sais pas si... Qu'est-ce qui sépare les rationnels des irrationnels? Oui. Entre 2 rationnels, il y a toujours un irrationnel. Entre 2 irrationnels... Enfin, si vous alignez tous les nombres sur une droite, si vous regardez tous les nombres réels, il y a des rationnels partout, il y a des irrationnels partout. Et ça, c'est un peu traumatique, mais ils sont tous denses, en fait, il y en a partout. Et donc là, c'est même sur le dessin, en fait, j'ai complètement triché, là. Je veux dire, aussi près qu'on veut d'un nombre rationnel, vous avez un nombre irrationnel. Et donc, je suis pas sûre ni de comprendre complètement votre question, ni de pouvoir y répondre, en fait. C'est-à-dire... Je pense que c'est bon, merci. Voilà. Il y avait une question là aussi. Il y en a une derrière. Ah ouais. Oui, bonsoir. Merci pour votre exposé. J'ai une question. Quelle est la définition mathématique pour passer finalement d'une géométrie plane à une géométrie hyperbolique? Je vais prendre un exemple, la selle de cheval. On va passer sur des courbures donc hyperboliques. On peut aussi avoir d'autres formes en fait. Alors, est-ce qu'il y a une notion de courbure si je prends par exemple un cercle à l'infini? Le cercle à l'infini, il n'est pas dans ma surface, mais pour répondre à votre question assez rapidement avec la courbure, oui, bien sûr. Il y a une façon de définir, il y avait une question tout à l'heure sur est-ce qu'on ne peut pas définir l'espace hyperbolique autrement. Bien sûr, mon disque hyperbolique, c'est la surface connexe, et simplement connexe à courbure -1. Donc en fait, quand vous parlez d'un modèle en selle de cheval, une façon de voir cette surface, c'est de dire en chaque point, il faut imaginer qu'on a une selle de cheval. Mais en plus, par ailleurs, les selles de cheval seraient toutes identiques. C'est-à-dire, c'est vraiment avec la même courbure et la courbure serait -1 partout. C'est ce qu'on appelle une surface, c'est un espace homogène. Cet espace, il est le même partout. C'est aussi pour ça qu'il y a beaucoup d'isométrie. Enfin, il y avait une question là, oui. Bonjour. 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 J'avais une question par rapport au... Là, avec l'exemple des disques, ça reste une géométrie en 2 dimensions. Est-ce qu'on pourrait imaginer aussi une géométrie hyperbolique en 3 dimensions ou plus? Ou 27, ou tout ce que vous voulez. Oui, bien sûr, on peut faire en dimension plus grande. Alors là, on revient à la question des dessins versus les calculs, c'est-à-dire que les dessins, ça se fait bien en petites dimensions. En dimension plus grande, on n'a pas le choix, même si on n'aime pas, on est obligé de faire des calculs. Donc on peut faire de la géométrie hyperbolique en toutes dimensions, et on peut même faire de la géométrie hyperbolique en dimension infinie, ce qui dépasse de loin mon domaine de compétences, mais ça existe. Voilà. Est-ce que ça garde les mêmes propriétés? Alors en dimension finie, oui. C'est juste, ça se dessine pas bien, quoi. Mais là, alors ça dépend pourquoi, mais pour ce que j'ai raconté ce soir, tout ce que j'ai raconté a des versions en dimension plus grande, sauf les dessins. Dans la série Un texte, une aventure mathématique, le plus souvent, le mathématicien dont on commente le texte est mort. Mais là, il n'est pas mort. Hein, il est bien vivant, et donc on présume que tu l'as rencontré. Non. Non?
Mais je rêverais de le rencontrer, mais non. Ah, non, très triste. Mais pourquoi est-ce qu'il faudrait que parler des morts? En fait, quand on m'a demandé... initialement, j'ai été invitée à faire cette conférence. J'ai dû recevoir le message début 2022 pour faire un exposé dans le cycle de conférences 2023. Et au moment où je réfléchissais de quoi je vais parler, qui sont les mathématiciens importants pour moi, de quoi je pourrais parler, et là, j'ai appris qu'il avait le prix Abel. Puisqu'il a eu le prix Abel en 2022. Donc je me suis dit, oh, chouette, je vais parler de Sullivan, j'adore Sullivan. Et l'idée ne m'avait pas traversé l'esprit avant qu'il ait le prix Abel, alors que j'ai toujours adoré ses papiers. Et donc j'ai décidé de faire ça. Bon, après, il y a eu des petits contretemps qui ont fait que mon exposé n'a lieu que cette année, mais je ne l'ai jamais rencontré. C'est dommage quand même. Voilà. Merci Barbara, merci pour ce magnifique exposé. Merci à vous. Et merci à vous tous d'être venus ou revenus écouter cette nouvelle conférence. Et je vous annonce la prochaine, qui aura lieu le 19 mars, où on aura le plaisir d'écouter Pierre Pansu, de l'Université Paris-Saclay, qui nous parlera de cartographie conforme, de Gérard Mercator à Jacqueline Ferrand. Merci encore Barbara, merci à vous tous, bonne soirée.